C'est l'heure de politique en partenariat avec Slide.fr et son cofondateur et ancien directeur du Monde, Jean-Marie Colombani. Bonsoir Jean-Marie. Bonsoir Roselyne. Alors comme disait Jacques Chirac, les ennuis volent toujours en escadrille après la condamnation nationale, du Front du Rassemblement national, une fois encore, qui est pris dans les filets de la justice avec l'ouverture d'une enquête du parquet européen, suivie d'une perquisition au siège du parti à Paris pour une nouvelle affaire de prêts et de dons prétendument illicites. Jordan Bardella dénonce une opération de harcèlement et un acharnement politique. L'actualité, c'est aussi un Emmanuel Macron qui se reverrait bien à l'Élysée en 2032. Et puis, nous dirons un mot de la France insoumise qui veut désarmer la police municipale. Un sondage qui montre que les Français sont majoritairement contre cette proposition. On en parle avec Bruno Jeudi, directeur de la Tribune Dimanche. Bonjour à vous. Roselyne. Catherine Tricot, directrice de la revue Regard. Bonjour Catherine. Et Laurent Geoffrin, bonjour. Vous êtes directeur du journal Point Info. Alors la justice s'intéresse à des prêts accordés à des particuliers au Rassemblement national afin de financer les campagnes électorales. Hier, une perquisition a eu lieu dans les bureaux parisiens du parti. Autre mauvaise nouvelle, la Cour européenne des droits de l'homme a rejeté la demande de mesures provisoires déposée par Marine Le Pen, saltant donc pour le RN qui crie à l'acharnement politique. On écoute. Depuis plusieurs années, les banques françaises refusent d'accorder des prêts au Rassemblement national pour financer ces campagnes électorales. Par conséquent, nous avons été contraints de solliciter les Français qui, par des systèmes de prêts, des Français lambda, honnêtes, des braves gens, prêtent aux élections au Rassemblement national par l'intermédiaire de conventions de prêts. Ce système de prêt, il est légal. Ce qu'on reproche à ces personnes-là est d'avoir prêté à plusieurs reprises au Rassemblement national et de s'être par conséquent soustrait au rôle qui serait celui d'un établissement bancaire. Tout cela est invraisemblable. Les locaux du Rassemblement national ont été perquisitionnés tout au long de la journée. L'intégralité des ordinateurs, des boîtes mail de mes collaborateurs ont été aspirés par les policiers de la brigade financière. Ce soir, le Rassemblement national n'a donc plus de secret pour personne puisque des magistrats ont décidé d'aspirer les données du premier parti d'opposition. Et je crois que ça pose un véritable problème. Jean-Marie, c'est un peu la version soft de Mélenchon, La République c'est moi. C'est à ça qu'on pense irrésistiblement parce que la République c'est nous. C'est ce que nous explique Jordan Bardella. Le problème, c'est que c'est un parti qui veut se donner les atours d'un parti non seulement respectable, respecté, mais qui respecte les institutions, qui ne remet pas en cause l'état de droit, etc. Et puis voilà qu'à la première occasion, elle crie au scandale et elle s'estime lésée. L'axe de défense, d'ailleurs, est le même que celui de Marine Le Pen précédemment, qui n'avait pas été très efficace vis-à-vis des magistrats, d'ailleurs, qui consiste à dire nous sommes innocents et circuler, il n'y a rien à voir. Or, le problème, c'est qu'il y a des règles en matière de... Il y a plusieurs instances. Il y a un problème au niveau européen, mais il y a là, ce qui est la perquisition, elle est liée à des soupçons touchant au financement des campagnes électorales, campagne présidentielle, campagne législative. Présidentielle, législative. Et donc, le problème, c'est qu'il dit des braves gens. D'abord, il y a des braves gens qui ont peut-être plus d'argent que les braves gens en question, mais c'est surtout le fait que c'est contingenté. Vous ne pouvez pas, sinon vous ouvrez complètement les possibilités de financement et vous tombez dans le système américain où tout le monde peut, où tout un chacun peut financer à hauteur de, voilà, et dont des milliardaires peuvent financer aussi, ainsi de suite. Donc il faut évidemment rendre des comptes quand on est dans cette situation-là. Donc le mieux, ce serait quand même d'être plus transparent et d'accepter cette transparence plutôt que de protester tout de suite contre la règle du jeu en disant que c'est un acharnement contre Je ne suis pas sûr que ça leur porte préjudice électoral, ça je ne pense pas. Mais, on va en parler. On va en parler, mais en même temps, là, je veux dire, ils sont pris à leur propre piège. Ils ne sont pas respectueux, comme ils le disent, des institutions et de la justice. Donc c'est la respectabilité qui en prend un coup, le fameux slogan de Jean-Marie Le Pen. Main propre, tête haute. Il n'y a pas encore ils ne sont pas condamnés. Il y a un soupçon. Non. Peut-être qu'ils seront éclaircis. J'entends, bien sûr. Ça sera éclairci. Mais... Et surtout, là, on ne va pas vous dire, et ça y est, ils sont coupables. Mais par contre, ce qui me frappe, c'est toujours la même excuse qu'ils utilisent. Ils attaquent le système.
Ouais. Et Mélenchon, c'est pareil, d'ailleurs. Et beaucoup d'autres partis, d'ailleurs, disent que les juges sont partisans, ils obéissent à des ordres, on ne sait pas d'où ça vient, d'ailleurs. Et c'est très frappant, ce système, parce que le problème, c'est que ça n'existe pas, le système. Non. Ce sont des juges. Parfois, ils font des erreurs. Alors, en général, les juges, ils sont là pour appliquer les lois. Et c'est ce qu'ils font. Il n'y a pas de système derrière. Non, mais eux, ils ont l'habitude qu'on dise que c'est des politiques anti-système. On parle de... Oui, mais justement, leur rhétorique repose sur le vide. Bien sûr. Parce qu'ils ne définissent pas ce que c'est que ce système. On ne sait pas ce que c'est. Oui. Et Mélenchon, pareil, eux, c'est la caste. Alors, quand il est attaqué devant la justice, la caste a téléguidé la procédure contre moi. Ce qui est diffamatoire pour les magistrats, ce qui n'est jamais prouvé d'ailleurs, parce que ce sont des affirmations qui sont gratuites. Il n'y a jamais un type du RN ou de la France Insoumise qui vient et qui dit voilà, tel magistrat, il a fait telle chose, il en a référé à... Jamais. Ce sont des accusations fantaisistes et gratuites. Bono. Oui, c'est une ritournelle qui est ancienne. Laurent a raison d'insister sur ce point. Ce qui est assez grotesque, c'est d'entendre Jordan Bardella. Alors sans doute que c'est effectivement sur les deux affaires dont parlait Jean-Marie, c'est deux affaires où il est en première ligne pour le coup. À la fois le financement de sa propre campagne et puis le système de recours auprès des militants. C'est quelque chose qui est ancien. Enfin, où est-ce qu'il y a plus d'acharnement sur le RN que sur tous les partis depuis quasiment les années Mitterrand-Urbain jusqu'à y compris Renaissance en 2021 ou 22 lorsqu'il y a eu une perquisition au siège du parti à cause de l'agent du cabinet McKinsey. Voilà, je cherchais le nom. J'allais dire presque tous les partis, à un moment ou à un autre, ont été perquisitionnés, ont dû rendre des comptes. Oui, et à chaque, alors plus ou moins, mais c'est vrai qu'à chaque fois, on entend la même ritournelle. Au tout début de ce que l'on a appelé les affaires, c'est-à-dire la mise en cause du financement des partis politiques. C'était le Parti socialiste qui était visé, qui était dominant à l'époque politiquement. Et qui était au pouvoir. Et qui était au pouvoir. Et la ligne de défense, ça avait été, c'est un complot de la droite. Ouais. C'est forcément un acharnement de la droite contre nous, etc. à chaque fois. Mais ça ne rime à rien, je veux dire. C'est ça qui c'est toujours la ligne de défense, effectivement, classique. Mais Catherine, c'est un peu comme Donald Trump aux États-Unis. La justice... aux trousses de Trump ou de Rassemblement national, au fond, ne fait que les renforcer vis-à-vis de leurs électeurs. Je ne sais pas, parce qu'en même temps, ils ont quand même besoin pour conquérir le pouvoir national. Je ne parle pas simplement d'un pouvoir local et d'avoir des... Mais pour devenir président de la République, enfin, pour conquérir le pouvoir national, il faut quand même... Encore aujourd'hui, je crois, respecter à peu près les principes, les lois. Voilà, je crois que ça n'est pas très favorable pour eux. Je ne sais pas si ça les fera chuter, certainement pas, mais ça ajoute quand même à l'impression que c'est un parti qui se moque de nos institutions et qui en fait à sa tête. Ceci étant, je voulais dire deux choses. C'est qu'il y a une question qui est soulevée par cette affaire et sur lequel François Bayrou s'était mobilisé à une époque, qui était la Banque de la démocratie. Oui. Ouais. Or, ça n'a pas été fait. C'est-à-dire qu'il y avait une promesse qu'il y ait une banque qui prête au parti. Mais il n'a pas pu le faire puisqu'il a dû quitter le gouvernement à cause de sa mise en cause devant les juges. J'entends bien. Il est revenu. Il n'a pas pu le faire. Mais il est revenu quand même. Mais il en avait parlé dans son discours de politique générale. Mais je veux dire, Emmanuel Macron l'avait également promis. Je pense qu'il faut le faire. Et que ça permettrait d'avoir davantage de clarté, de transparence sur le financement des partis politiques. Parce qu'on voit, quand on regarde les États-Unis, que c'est un enjeu considérable. Oui. Qui finance la politique a un poids. Alors, pas seulement la politique, on pourrait ajouter à ça qui finance les médias également, ont un poids considérable sur la formation des opinions publiques et donc le destin de notre pays. Donc ça, je pense qu'il faudrait le remettre... Parce que vous pensez que c'est anormal que les banques françaises n'acceptent pas de subventionner ou de faire des prêts au Rassemblement national ? Oui, d'une certaine manière, mais surtout, ce que je pense, c'est que ça ne devrait pas être aux banques d'en décider. C'est-à-dire que c'est normal qu'un parti politique puisse se présenter quand il a rassemblé les conditions, le nombre de signatures par exemple, puisque pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut 500 maires qui vous parrainent, etc. Dans la mesure où c'est rassemblé, je pense qu'il est normal. Il y a un plafond qui n'est pas d'ailleurs très 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 élevé en France, le plafond pour les campagnes électorales. On a vu que Nicolas Sarkozy s'est cru autorisé de le doubler, comme ça. Donc il n'est pas extrêmement élevé. Je pense qu'il faut que les partis, il faut que ça reste
que l'argent ne soit pas le déterminant in fine, et que donc je trouverais important que ce dossier-là avance. Le deuxième point que je voulais, je ne sais pas pourquoi on n'en a pas parlé, mais ils sont aussi accrochés pour l'histoire au Parlement européen de 4,5 millions. Oui. Alors que là, c'est pas le Rassemblement national, mais c'est le groupe d'extrême droite. Sous la mandature précédente. Comment ? Sous la mandature précédente. Mais c'est le groupe dans lequel siège le Rassemblement national qui, là aussi, est accroché pour de l'argent dépensé. 4,5 millions, c'est quand même pas une petite somme. Hein. Alors, c'est pas que le Rassemblement national, puisque c'est le Rassemblement national et ses amis qui ont dépensé de l'argent de manière apparemment pas très licite. Donc, ça rajoute aussi un petit peu dans le fait qu'ils sont pas très corrects, quoi. Ils se moquent un tout petit peu des institutions, de l'argent public, et ils se croient un peu tout permis. Il y a un paradoxe supplémentaire, c'est que Marine Le Pen a passé son temps à dire le pouvoir des juges, c'est honteux. Les cours internationales de justice limitent la souveraineté nationale, limitent le rôle des politiques. Mais alors là, dans son affaire, elle fait appel. Elle a porté plainte devant la Cour européenne des droits de l'homme. Ouais. Donc d'un coup, elle découvre que l'état de droit, ça peut être utile parfois. C'est pas mal d'avoir une instance de recours qui examine en droit si on a été condamné à tort ou pas. Alors ça n'a pas marché, mais enfin, elle a reconnu la légitimité de la Cour européenne des droits de l'homme. Finalement, c'est un bon point. Quand la Cour européenne des droits de l'homme dit que les étrangers ont des droits, peut-être qu'elle a raison aussi dans ce cas-là, parce que pas seulement que Marine Le Pen a des droits, mais aussi les étrangers. Vous avez raison de noter ça. Emmanuel Macron ne pourra pas, comme on le sait, se présenter en 2027, puisque un président ne peut pas faire plus de 2 mandats successifs, mais Emmanuel Macron se voit encore en haut de l'affiche dans quelques années. Ce week-end, le chef de l'État s'était invité au meeting des 10 ans des Jeunes avec Macron, rebaptisé les Jeunes en Marche. On écoute le président. Je suis là pour vous dire merci. Je suis là pour vous dire soyez fiers. Et je suis là pour vous dire j'ai encore besoin de vous et je compte sur vous. Pour les 2 ans qui viennent, chaque jour, pour dans 2 ans. Mais j'ai aussi besoin de vous pour dans 2 ans, pour dans 5 ans, pour dans 10 ans. Parce que vous serez là. Et parce que comptez sur moi, je serai là avec vous. Pour dans 12 ans. Oui. Pour dans 12 ans. Non, mais c'est surtout ce qui est frappant, c'est que ça rappelle 2016, c'est notre projet. Vous savez, bien sûr. Mais où il hurlait. C'est étonnant d'ailleurs. C'est étonnant. Il rembobine. Dans l'immédiat, c'est la façon qu'il a de rester vivant, parce que tout le monde le condamne. Enfin, sachant qu'il ne peut pas être réélu, il a de moins en moins de pouvoir. Et dès lors qu'il fait un pas à l'étranger, par exemple, on dit mais il va ici ou là parce qu'il a besoin d'exister, parce que ceci, cela. Donc il a d'abord besoin de réancrer le fait qu'il agit, il est président pour encore dans 2 ans. Donc de refixer une échéance, fût-elle lointaine, c'est une façon de dire à l'ensemble des acteurs politiques je suis encore là. Et puis d'autre part, ce qui est frappant d'ailleurs, c'est que tous les anciens présidents sont tentés par l'idée d'être réélus, d'être reconduits. Oui. C'était le cas de Giscard, c'était le cas de François Hollande, c'était le cas de Nicolas Sarkozy. Aucun n'a réussi. Peut-être Emmanuel Macron ne réussira-t-il pas non plus. Donc c'est ce qu'il faut se dire. Chirac avait réussi. Oui, mais c'était un schéma différent. Il a réussi et il a été grandement aidé par la cohabitation, Jacques Chirac. Il a été réélu. La cohabitation, c'est le bain de jouvence. C'est le bain de jouvence des présidents. Mais là, voilà, il est saisi lui aussi par cette idée. Et je ne suis pas sûr que ce soit du goût des Français, aujourd'hui en tout cas. Bruno, c'est la peur de l'effacement de lui-même, du macronisme. Oui, il y avait un peu de ça dans cette apparition surprise dans un meeting. Ça reste quand même assez exceptionnel, un président de la République dans un meeting alors qu'il n'y a pas de campagne électorale ni de près ni de loin, à moins qu'il nous en réserve une en organisant un référendum à la rentrée ou je ne sais quand. Les surprises sont toujours possibles avec Emmanuel Macron. Hein. Il y a 1 an, on n'avait pas imaginé qu'il y aurait une dissolution, donc méfions-nous de ce président. Oui, il y a ça. Il y a je ne veux pas m'effacer, je veux exister, je veux essayer de peser jusqu'à la fin de ce mandat, même si on voit bien qu'il a perdu les manettes et même un peu le contact avec les Français. Il est très impopulaire. Hein.
un peu moins que son Premier ministre, mais enfin quand même beaucoup. Ouais. Et puis, il a aussi envie de mettre son petit grain de sable parmi tous les postulants, là, puisque en fait, il a fait la leçon un peu aux uns et aux autres, et notamment à Gabriel Attal, qui avant vu le droit au Gabriel président, et on sait que l'entente entre les deux hommes est vraiment très très mauvaise. Mais enfin, moi, je trouvais qu'il y avait quelque chose un peu de pathétique dans cette réunion entre Gabriel Attal, qui, je ne sais pas comment il peut peser dans ce débat présidentiel, parce que bon, il flotte un peu, et puis Emmanuel Macron qui vient, qui fait la leçon à son ancien Premier ministre, qui leur dit je veux être là dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Je ne crois pas aux chances d'un président de se faire réélire après avoir quitté l'Élysée. L'histoire l'a démontré. Laurent, le pouvoir est un poison lent en quelque sorte. C'est-à-dire que quand on goûte, c'est un peu la philosophie à la noix, mais je veux dire, le pouvoir, on a le sentiment, on se souvient dans Le pouvoir et la vie, Giscard qui dit mon téléphone ne sonne plus. D'avoir occupé les plus hautes fonctions. C'est formidable d'être président de la République, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Ah oui ? Oui, c'est très bien. On a beaucoup de pouvoir, on a des grandes responsabilités. Donc on ne s'habitue pas au commun des mortels. On sait qu'on sera dans les livres d'histoire, en bien ou en mal. Enfin, on y sera, c'est pas de tout le monde. Et puis la vie quotidienne est quand même très très agréable. Hein, quand vous allez... Ça m'a toujours frappé. Quand on va à l'Élysée comme journaliste, il y a une sérénité hallucinante. Parfois, il y a une petite agitation. Alors, on voit un conseiller qui sort en marchant vite, mais la plupart du temps, il y a un silence de mort. Pas de mort, non, il y a un silence de recueillement. Travail. Le travail. Et puis il y a ce jardin derrière. Pourquoi il voudrait arrêter? Il n'y a pas de raison. Non, mais c'est vrai. Mais Catherine... Et contrairement à ce qu'on dit, dans l'histoire, il y a eu des retours. Hein. C'est pas vrai que ça. Clémenceau, il a été 2 fois. Poincaré, il a été président de la République, puis ensuite... C'était la 4e. Mais... Après, c'était la 3e. Troisième, il a été président du Conseil. Général de Gaulle est revenu en 58. Napoléon est revenu de l'île d'Elbe. Il y a plein de retours. Oui, mais dans l'histoire contemporaine, ça n'a pas été Giscard à espérer. Les 2 derniers, Sarkozy a beaucoup misé sur la primaire, il s'est planté. Et François Hollande essaie, mais pour l'instant, il ne trouve pas un trou de souris. Soutien, absolument. Catherine, on pourrait se demander quand même qu'Emmanuel Macron, pourquoi ne cherche-t-il pas à adouber au moins un dauphin quand on a été réélu? Ça fait 10 ans qu'il est au pouvoir. Est-ce qu'il y a un moment, ça ne tient pas peut-être de la générosité tout court, ou même politique, de se dire, en quelque sorte, je lègue à un de mes dauphins ce qui reste du macronisme, et je pars, non pas à la pêche à la mouche, mais avec peut-être d'autres ambitions à un moment, quitte à effectivement revenir. Mais au moins, ne pas laisser le legs à un éventuel rassemblement national qui est au port du pouvoir. Ah oui, ça serait pas un héritier. Enfin, en effet, il ne construit aucun héritage, aucun héritier. Il se bat par contre sur son héritage. Moi, c'est ça que je retiens, c'est qu'il ne dit rien. Il dit j'aurais besoin de vous, c'est-à-dire qu'il continue de faire quand même un appel au soutien personnel. C'est quand même encore une démarche très très incarnée autour de sa personne. Il ne nous dit pas beaucoup plus de ce qu'il voudrait faire, mais bon, on va admettre qu'il n'avait pas le temps. Mais je retiens aussi ce que vous avez dit, c'est ce qu'a rappelé Bono, il est très très bas dans les sondages actuellement, mais parce qu'en fait, il a quand même gravement manqué à l'appel. C'est-à-dire que il avait dit on va dépasser le clivage gauche-droite parce qu'on va rassembler des bonnes idées, et on a un pays qui est complètement cul par-dessus tête, éclaté, mais qui ne sait plus se repérer politiquement, avec un éclatement non seulement en 3 pôles, mais à l'intérieur de chacun des pôles. Enfin, on n'est pas du tout dans une reconfiguration politique, mais dans un éclatement total. Et par ailleurs, sa promesse qui était de dire je vais réindustrialiser la France et je vais faire baisser le chômage, c'est pas terrible. L'enquête il a fait baisser le chômage quand même. Alors l'enquête du jour nous montre qu'on est passé en dessous des 10% de production industrielle dans le PIB, c'est-à-dire que ça continue de baisser. Quant au chômage, en effet il a baissé, mais on n'a jamais vu autant de travailleurs pauvres que dans notre pays. Quand parallèlement, et tout ça a été fait à coup d'une aide
considérable, ce qu'on a appelé la politique de l'offre qu'il avait commencé à mettre en œuvre quand il était ministre de l'économie et des finances sous François Hollande. Et on a développé une politique de l'offre et de soutien aux entreprises. Il y a une commission sénatoriale qui vient de rendre également son rapport cette semaine parce que personne ne savait combien était donné aux entreprises. Donc les sénateurs ont décidé de se saisir du sujet et sont allés chercher. Et le résultat, c'est que l'année dernière a été versé aux entreprises 211 milliards. Aux entreprises. 211 milliards, c'est un tiers du budget de la France. C'est 3 fois le budget d'éducation nationale. C'est ça qui a été versé aux entreprises. C'est une commission d'enquête bipartisane LR communiste qui a rendu compte, qui a cherché, parce que personne ne savait le dire. La dernière fois, vous me disiez que j'agitais toujours faire payer les riches, mais enfin quand même, quand on a un tiers de la richesse du budget national qui va aux entreprises avec un résultat aussi médiocre sur le plan des objectifs à la fois de réindustrialisation, de modernisation et que les inégalités sont aussi élevées et autant de pauvres dans notre pays, il y a quand même quelque chose qui ne fonctionne pas. Je pense qu'Emmanuel Macron est comptable de ce bilan-là. Il est au pouvoir depuis 10 ans. Parce que j'inclus la période où il était ministre de l'économie et des finances, il dirige la politique économique de notre pays depuis 10 ans. C'est pas brillant, quoi. Donc je vois pas bien quelle chance il peut avoir de revenir avec un tel. Je parle pas d'autres aspects qui peuvent être contestés ou approuvés dans son bilan, mais en tout cas ces deux promesses-là, politiques d'une part et économiques d'autre part, c'est raté. Est-ce que ce sera le macronisme, ce sera un long ratage de 10 ans ou... Moi, je ne partage pas le procès fait à la politique de l'offre, parce que c'est une loi de sauvetage. La politique de l'offre, c'est une politique de sauvetage. C'était un pays qui glissait inexorablement et qui s'est redressé en termes d'emploi. Le retour de chiffres décents en matière d'emploi, c'est quand même un effet immédiat de cette politique de l'offre. Et d'autre part, c'était une arme pour essayer que des entreprises françaises puissent faire face à la concurrence d'aujourd'hui. Et la concurrence aujourd'hui est extrêmement compliquée, elle est dure, on le voit d'ailleurs avec les offensives de Donald Trump et les chantages que Donald Trump exerce sur tout le monde pour essayer lui aussi de rapatrier l'industrie aux États-Unis. Donc je ne vois pas que cette politique puisse être contestée sur le fond. Après, on peut dire le résultat est décevant, etc. On peut dire aussi, et c'est vrai, mais ça c'est une transformation du travail en général. Ce n'est pas propre à une politique de l'offre, c'est que le travail aujourd'hui s'est précarisé et que cette précarisation se traduit par une pauvreté accrue dans pas mal de cercles qui autrefois pouvaient tirer leur épingle du jeu, aujourd'hui ne le peuvent plus. Mais c'est un phénomène plus général dans l'ensemble des économies, ce qui ne concerne pas seulement que la France d'ailleurs. Mais c'est pas la politique de l'offre. Moi je pense qu'il faut quand même... Moi je remets pas en cause la politique de l'offre d'Emmanuel Macron qui a porté ses fruits au moins pendant le premier mandat. Sur le deuxième mandat, il souffre aussi d'un contexte international qui est quand même difficile. Et surtout, s'il y a vraiment un grand reproche à lui faire, c'est d'avoir... laisser filer la dette de la France et elle se retrouve aujourd'hui dans la pire des situations, c'est-à-dire une France endettée qui affronte une situation économique internationale difficile et qui n'a plus de marge de manœuvre au moment où évidemment les nuages sur le chômage, ceux qui se maintiennent sur le commerce international, tout ça rendent évidemment mettre la France dans une position difficile. Est-ce que pour autant, si on avait mené une autre politique, on serait dans une meilleure situation? Je ne le crois pas non plus. Laurent ? Ce qui est inquiétant dans cette affaire, c'est que on dit on aide les entreprises. Pourquoi pas? Elles sont en difficulté, on les aide. Ça a fait baisser un peu le chômage, ça c'est vrai. Le problème, c'est que on dit aussi ça profitera à tout le monde. Mais c'est pas vrai. Ça profite essentiellement aux actionnaires, manifestement. Alors c'est mieux d'avoir des entreprises qui payent leurs actionnaires et qui existent que les entreprises qui n'existent plus. C'est plein de personnes. Mais quand même, cette évolution qui est objective, on le voit, les plus bas revenus stagnent ou diminuent légèrement. Et le nombre de gens qui sont en dessous du seuil de pauvreté augmente. Donc cette histoire ce genre de politique profite à tout le monde. Non, elle ne profite que s'il y a un effort parallèle de redistribution. Moi, la politique de l'offre, ça ne me gêne pas. Donc, on aide l'industrie, elle est faible, l'industrie en France. Mais pourquoi elle serait forcément contradictoire, à tous égards, avec une politique de la demande? On peut aussi aider la demande. On peut faire les deux en même temps. Essayer d'aider l'investissement
et faire en sorte aussi que les salariés soient un peu mieux payés ou que les prestations sociales ne soient pas constamment rabotées. Donc il y a une erreur conceptuelle là quelque part. Ce que nous dit le rapport des sénateurs, c'est qu'on ne savait pas si c'était 30, 150 ou 210 milliards. Oui. Donc personne ne sait cet argent, de combien il est et où il va. Donc c'est une politique qui a été... On a donné de l'argent à gogo sans aucun contrôle, sans aucune exigence. Oui, sans aucun contrôle global. Oui, global, sans aucun contrôle. Les ministères donnent de l'argent, ils vérifient quand même. Mais non, justement, ils n'étaient même pas capables de dire combien. Poche, ils n'étaient même pas capables de dire. Et ce matin, Dominique Seux, qui est le rédacteur en chef des Échos, faisait une intéressante chronique sur France Inter et rappelait que quand Challenge faisait ses premiers baromètres des 500 plus grandes fortunes, la plus grande fortune avait 5 milliards. 30 ans après, il a 170 milliards. 170 milliards, c'est-à-dire c'est fois 30. Donc c'est quand même considérable ce qui se passe. C'est-à-dire qu'en fait c'est une aggravation des inégalités. Oui, et les riches sont de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. Mais cet argent massif, il a aggravé notre déficit, il nous affaiblit par ailleurs parce que du coup nos services publics, la culture, etc. sont affaiblis. Et par ailleurs, on a une aggravation des inégalités et un argent qui est concentré chez les actionnaires et qui ne va pas au développement de la recherche, à une politique industrielle. L'argent n'est pas allé où il devait aller. Donc on a perdu beaucoup d'argent et ça ne s'est pas bien passé. C'est la grande réconciliation entre Laurent et... Alors attendez, on y arrive là. On y arrive. Vous parlez trop vite, Jean-Marie. Réconciliation. Alors je ne suis pas sûre sur ce qu'a la déclaration de Mathilde Panot, la chef du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale, s'est prononcée en faveur du désarmement de la police municipale qui serait dirigée par les maires LFI. Elle dit « La police municipale n'a pas à posséder d'armes à feu. Je le dis et je le maintiens. Armer la police municipale n'a jamais prouvé aucune efficacité. Une autre politique de tranquillité publique est possible. » Voilà, elle souhaite aussi un moratoire sur la vidéosurveillance. Alors, elle a été un peu contredite subtilement par Manuel Bompard. Mais bon, peu importe. Est-ce que, j'imagine... Là, c'est là qu'on va voir peut-être la mésentente entre Laurent et Catherine. Vous, Catherine, vous êtes d'accord avec... Oui. Alors, pourquoi faudrait désarmer la police municipale en 2 mots Attendez, en 2 mots, je suis d'accord avec le fait qu'il y ait une police nationale qui reste sous la responsabilité de l'État et que ce soit l'État qui garde le monopole de la force et des armes. Je ne suis pas d'accord pour qu'il y ait une police qui soit décentralisée et qui soit sous la responsabilité de maires qui n'ont absolument aucune compétence pour ça, aucune responsabilité pour ça, avec des policiers qui n'ont pas de formation pour ça. Ça, c'est mon premier point qui est le point... Mais il y a qu'elle est formée. Non, mais c'est un point fondamental. La police, elle est nationale et la sécurité, avoir des armes à feu qui peuvent tuer, je pense que ça n'est pas une chose qui peut être diffusée dans le pays. Je pense que les pays qui ont généralisé les armes, la présence des armes, ne vivent pas super bien et on ne peut pas dire qu'on voit la tension régresser, par exemple, aux États-Unis. Le fait que la police soit armée aux États-Unis n'est pas un facteur de paix et de calme. Mais donc les citoyens qui sont armés. Je mets les deux. Moi, ce que je pense, c'est qu'il ne faut pas enclencher un phénomène de surarmement. Je pense qu'on a besoin d'une police de proximité et d'une police nationale renforcée. Moi, je suis d'accord pour des effectifs, pour des moyens, pour une formation, mais que ça reste sous le contrôle d'un ministre qui en a la responsabilité. Ça ne me surprendra pas, je suis opposé à vos arguments. Et j'ai envie d'utiliser un argument qui vient de la gauche. J'ai interviewé le maire de Bordeaux et le maire de Lyon il y a quelques mois, au début de l'année. Et dans la tribune dimanche, ils ont indiqué pourquoi ils avaient décidé d'armer la police municipale, ce qui est une véritable petite révolution pour des maires écologistes. Pourquoi ? L'un des arguments avancés par le maire de Bordeaux, Pierre Humic, c'est de dire « Je ne peux plus recruter des policiers municipaux parce qu'ils se sentent en danger de ne pas être armés. Ils ne peuvent pas faire leur travail d'îlotage dans les quartiers, dans certains quartiers de Bordeaux. » Et j'ai trouvé que c'était un argument qui était absolument imparable. Des policiers sans armes, pas imparable. C'est l'impossibilité pour eux de faire leur travail. La police de tranquillité, ça veut dire quelque chose. Et alors que la police municipale à Bordeaux est une police de proximité, de sécurité, des squares, des sorties d'école. Et donc, c'est pour ça que le maire de Bordeaux et le maire de Lyon, sur la même ligne, arment leur police municipale.
Laurent. Oui. D'abord, je prolonge. Si les maires ont estimé nécessaire d'armer leur police, il y a des raisons. Ils n'ont pas fait ça parce que c'est des cow-boys ou parce que c'est des dingues. Ouais. Surtout ceux qui sont Ils n'ont pas été élus pour ça, en plus. C'est comme les caméras de surveillance. Évidemment, c'est désagréable d'être filmé en permanence. Enfin, c'est quand même très utile pour attraper les terroristes ou les bandits, quoi. Et ça marche. Donc il faut le faire avec un cadre juridique précis et contraignant. C'est pareil pour la police municipale, elle doit être mieux formée, c'est un peu court aujourd'hui, mais c'est possible. Et l'idée qu'on complète la police nationale par une police locale, municipale, ça ne me paraît pas une mauvaise idée, dans la mesure où c'est un fait que, l'insécurité a augmenté. Arrêtez de dire que c'est un sentiment, c'est pas vrai, ça a augmenté. Les attaques contre les personnes ont augmenté et les homicides maintenant augmentent, ce qui est nouveau. Ils n'augmentaient pas avant. Les tentatives d'homicide ont quadruplé, je crois. Et donc vous avez un vrai problème. Et en face des policiers, qu'ils soient nationaux ou municipaux, vous avez des gens très dangereux. Ils sont armés. Les trafiquants de drogue, ils ont des kalachnikovs. Il y a un exemple c'est un exemple, c'est pas une règle générale, mais dans l'attentat de Nice, vous vous souvenez de l'attentat de Nice? Bien sûr. Le type vient d'être condamné à la perpétuité. Il a tué 3 personnes à coups de couteau. Et ensuite, il s'est précipité sur 4 policiers qui arrivaient, qui étaient des policiers municipaux. S'il n'avait pas été armé, il serait mort. Les 4. Ou en tout cas, 1. Ça, c'est sûr. À partir de là, si vous avez des policiers municipaux, que ce soit à Nice ou ailleurs, qui viennent vous voir, qui vous disent, écoutez, moi je veux bien être dans la police, mais enfin, vous avez vu les gens qui courent les rues, là, c'est un peu dangereux. J'aimerais bien pouvoir, dans certaines conditions, avec les conditions de légitime défense, pouvoir me défendre. Et je trouve que c'est légitime. Et je trouve que ce discours de la gauche consistant à nier, au fond, ou à sous-estimer les questions de sécurité, est totalement contre-productif. Pas du tout. Que si, parce qu'à chaque fois... je suis tout à fait... Je parle pas pour vous, je parle... Oui, mais moi, je parle pour la gauche en général. Mais non, pour la gauche en général, quand elle passe son temps à dire la police tue, ou il faut à mettre en cause constamment les policiers, il faut mettre en cause des policiers qui font des fautes, et pas la police en général. On en a besoin. Et dans les quartiers, en général, ils réclament des commissariats et des effectifs. Oui, et des commissariats de police nationale. C'est-à-dire, en général, les maires demandent... Ça leur est égal, les maires demandent des commissariats de police nationale. C'est-à-dire qu'en fait, le problème, c'est qu'on a besoin d'avoir des policiers... Non, si, ça empêche. Moi, je pense que c'est... Le problème, c'est que vous n'avez pas... l'argument de Laurent sur les policiers à Nice, c'est difficilement contraire. Alors là, si, c'est totalement contraire, parce qu'il aurait fallu qu'il y ait des polices nationales. Pourquoi il n'y avait pas de police... Non, mais d'accord, mais le problème, ce qui se passe, c'est qu'on défait... On supprime de la police nationale. La Seine-Saint-Denis, département dans lequel j'habite, je peux vous dire que le déficit en termes de police nationale, moi j'habite la ville de Bagnolet, il n'y a pas de commissariat de police à Bagnolet, qui est une ville de un peu moins de 40 000 habitants. Bagnolet, je regrette, mais ce n'est pas normal. C'est-à-dire que la Seine-Saint-Denis est en très grave déficit de police nationale. Non, mais c'est pas la police municipale qui fait diminuer les effectifs de la police nationale. Ce que je vous dis, c'est qu'il faut renforcer la police nationale tout court. Je dis qu'il faut renforcer la police nationale et qu'il faut une police de proximité et que les deux soient distincts. La police de proximité qui doit servir à rendre paisibles les squares et les quartiers et parler avec les jeunes, etc., ne peut pas avoir un colt. Non, mais la police de tranquillité, il y a un truc qui ne va pas dans la formule. Les gens sont trop armés. Non, mais moi, c'est pour ça que je pense qu'on est en train d'enclencher un engrenage dont on ne se sortira pas. Si on commence à se dire, ils sont armés, donc je m'arme, donc ils s'arment, donc etc., on ne va pas s'en sortir. Il faut revenir à des choses... Comment on répond à la délinquance et à la violence? C'est pour ça que moi je pense que la police nationale doit être armée. Et par ailleurs, j'ajoute qu'il y a... Elle est armée, la police nationale. Et j'ajoute qu'actuellement, à l'échelle européenne, il y a un travail conjoint de 12 pays pour réfléchir à ces questions, de comment on fait pour gérer toutes ces questions Jean-Marie nous avait alerté, je me souviens, sur le développement du narcotrafic et comment il est en train de gangréner l'État, comment on est face à des enjeux très importants de maintien de la sécurité, de maintien des libertés publiques. Il y a 12 pays qui travaillent à ça conjointement. Pourquoi la France n'y participe pas ? Non, mais pourquoi est-ce que nous ne nous associons pas aux autres pays qui réfléchissent à ces questions-là? Nous faisons tout seuls et nous ne discutons pas de la doctrine du maintien de l'ordre
en général, Oui. sur la question du trafic de drogue, sur la question de la criminalité, sur la question de droit de manifester et des droits sociaux qui sont souvent très malmenés dans notre pays, sur le contrôle aux faciès dont tout l'autre fois nous parlions également, dans lequel je rappelais que Catherine, le contrôle aux faciès est vous ne pouvez pas extrêmement... laisser une police municipale, y compris en Seine-Saint-Denis, dans une ville de 40 000 habitants, qui ne soit pas armée. Mais si, d'ailleurs, elle ne l'est pas. Mais si, moi je regrette, il faut une police. Ils sont en danger. Ils sont en danger. Non, mais moi, il faut une police nationale et la police municipale, il faut qu'elle soit distincte et qu'on ne pense pas. Mais elle fait quoi alors, d'après vous? C'est quoi son rôle de la police municipale? La police municipale, son rôle, d'abord, elle se balade. Elle assure, elle parle avec les jeunes, elle fait en sorte que ça se passe bien, elle donne des contredanses. Mais elle a été créée pour quoi? Elle n'a pas été créée pour courir après les voleurs. Elle a été pour les contredanses, exactement. Mais elle a été créée pour ça. Elle est toujours. Ça n'a pas changé, ça. Elle ne fait pas d'enquête. D'accord, donc c'est. Mais elle ne fait pas d'enquête. C'est pas une police judiciaire. Oui, j'entends bien. Donc elle a été créée pour ça. Mais donc elle ne peut pas se substituer. Mais si elle est attaquée. Elle ne peut pas se substituer à la... Si elle est attaquée. Non, c'est pas possible. Je ne crois pas que ce soit l'armement de la police qui explique... je ne crois pas que ce soit l'armement de la police qui explique l'armement des... Non, ce n'est pas l'armement de la police. Ce que je dis, c'est que si on a des policiers qui sont armés, on va vers un engrenage dans des règles, des histoires... Ils ont toujours été armés en France. Ben non, ce n'est pas vrai. La police municipale n'a pas toujours été armée en France. En général, non, je parle de la police municipale. Jean-Marie, les Anglais, moi j'ai un peu fait Elle n'est pas armée. J'ai un peu fait le même chemin que Laurent. C'est-à-dire en partant des déclarations de principe et du principe qu'a rappelé fort justement d'ailleurs Catherine, qui est le principe que la force doit rester à la loi, mais la loi est républicaine, donc il faut que ce soit une police nationale qui ait le monopole évidemment de l'armement. Ça c'est le principe sur lequel on vit, mais en même temps la réalité nous bouscule complètement. Et c'est vrai que la police nationale ne peut pas tout assumer, que vous n'aurez jamais des budgets qui permettront... de doubler les effectifs de la police nationale comme le voudraient certains syndicats et autres, et que la police municipale, c'est le complément indispensable, et au fond, c'est le rétablissement d'une police de proximité que donc armée ou non armée, selon vous ? Certains présidents ou certains gouvernements ont écarté. Mais forcément armée, parce que c'est ce que disait Bruno aussi, et je veux dire, la demande est là. Et ils se sentent, si ces policiers-là se sentent en insécurité, on peut difficilement... Mais c'est vrai que ça nécessite un encadrement qui n'est probablement pas celui de la police municipale aujourd'hui. Un encadrement, une formation et... Oui, c'est l'objectif manifeste du projet de loi que veut préparer le ministre. Oui. On verra. Aux élections municipales, on va voir combien de maires Front National vont prendre les collectivités locales et auront sous leur responsabilité des policiers municipaux. Il y en a déjà eu, et il y en a déjà. Écoutez, oui, mais ce que je vous dis, c'est que là, on est en train de généraliser ce concept, que c'est les policiers qui sont sous la responsabilité d'un maire qui n'a aucune espèce de responsabilité, de compétences, même de pensée. Ils n'ont pas de pensée sur le sujet. Ce que Catherine décrit, c'est un scénario négatif, c'est un scénario pessimiste. C'est-à-dire c'est le scénario que si une police municipale armée est au service, par exemple, d'un maire d'extrême droite ou d'un maire Front National, on peut avoir des dérives, évidemment... Et donc scénario absurde ou pas ? Non, ce scénario peut advenir. Et c'est vrai que c'est une partie du problème. Mais sauf qu'aujourd'hui, vous êtes face à une réalité qui fait que vous êtes obligé, en tant que maire, c'est l'exemple cité par Bruno des maires de Bordeaux et de Lyon, vous êtes obligé de réagir et vous êtes obligé d'armer votre police municipale. C'est à peine la moitié c'est à peine la moitié des policiers. Moi, j'ai regardé les chiffres, c'est à peine la moitié des policiers municipaux qui sont armés. Donc, ce n'est pas vrai qu'il n'y a pas d'alternative à l'armement des policiers pour le recrutement. Mais le maire, il a le droit d'estimer. Mais moi, ça dépend de la taille des communes. Oui, et bien ce que je vous dis, c'est pas le cas de tout. Mais on voit bien que je conteste ce point. Dans les zones urbaines très denses, il y a une demande des citoyens d'avoir des policiers visibles dans la rue, et on sait bien que les policiers nationaux, ils ne sont pas attachés uniquement à être visibles dans la rue, ils font des enquêtes, il y a différents types de services, et courir après les narcotrafiquants, ça se fait pas en se baladant dans les rues, ça se fait d'une autre manière. En revanche, la police municipale, qui c'est vrai prend des rôles de plus en plus d'îlotage et de sécurité, y compris à Paris, avec une création de police municipale en cours issue des dernières élections municipales, c'est aussi de la présence dans les rues. Cela dit, les Jeux Olympiques sont là pour montrer que la présence policière est irremplaçable. Quand il y a une bonne présence policière, un bon quadrillage par la présence policière,
eh bien les chiffres sont beaucoup plus rassurants et la réalité devient plus rassurante. Mais sauf que ça disparaît aussitôt les Jeux Olympiques terminés. On revient à un système où, en effet, beaucoup trop de gens sont peut-être occupés dans des emplois administratifs, etc. Comment Mobiliser 100 000 policiers pour sécuriser. Certes, bien sûr, mais il faut savoir ce qu'on veut aussi. En revanche, pour les discussions intra-européennes, je pense que ça renvoie simplement au fait que le ministre de l'Intérieur actuel est plutôt souverainiste qu'européen. Donc ça fait longtemps que ça dure. Ça fait longtemps que la France ne participe pas aux réflexions sur le maintien de l'ordre que font leurs collègues. Ça ne vient pas de Retailleau, ça date d'avant. Merci beaucoup pour ce débat. Voilà. Et on se retrouve bientôt sur France 24. Il est temps de partir en vacances bientôt. Hein pas de messe basse, s'il vous plaît. On remplaçait la chronique de Véronique. Mais oui, Véronique n'est pas là. Mais voilà. Donc, merci à tous et à très vite sur France 24. Merci à Flore Simon et à toute l'équipe technique.